Et si la personne qui semble vous ignorer, vous aimez plus que tout? Il y a une vérité troublante, souvent ignorée dans nos relations modernes. La personne qui vous aime le plus profondément n'est pas toujours celle qui vous répond immédiatement, qui vous inonde de messages ou qui vous réclame constamment. Parfois, l'amour véritable se manifeste par l'absence, le silence, l'espace. Et cela peut être profondément déroutant. Dans une société où l'amour est associé à la présence constante, à la disponibilité immédiate, à la validation numérique continue, une réponse rapide, un like, un emoji, un appel, nous avons appris à confondre disponibilité avec affection, présence avec amour. Pourtant, le stoïcisme, cette philosophie millénaire, nous propose une vision radicalement différente. Il nous invite à reconnaître l'amour dans ce qui ne se voit pas, dans ce qui ne s'impose pas, dans ce qui ne crie pas pour être entendu. Imaginez une personne qui ne répond pas tout de suite à vos messages. Automatiquement, notre esprit moderne crie à l'indifférence. Et si cette personne, plutôt que de vous fuir, vous respectait? Et si elle vous aimait assez pour ne pas vous enfermer dans une cage de contrôle, pour ne pas céder au besoin compulsif de prouver, minute après minute, l'existence de son attachement? Le stoïcisme nous enseigne que la qualité d'une relation ne se mesure pas à sa fréquence, mais à sa profondeur. Et que le véritable amour n'est pas dans l'obsession ou la fusion, mais dans la liberté mutuelle. Les anciens stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, ont construit leur sagesse autour d'une idée centrale. Nous ne contrôlons pas les autres, seulement nos propres réactions. Appliqué à l'amour, cela signifie que nous ne devrions pas chercher à modeler l'autre à notre image, mais apprendre à aimer sans attente excessive, sans vouloir combler nos peurs par la présence de l'autre. Ainsi, celui ou celle qui semble distant, qui paraît parfois absent, peut en fait être en train de vous aimer avec une maturité et une intensité que vous n'avez jamais connues. Parce qu'il ou elle ne vous aime pas pour se rassurer, mais pour vous accompagner, librement, sans chaîne, sans exigence. Ce paradoxe dérange, car il nous pousse à abandonner le confort des relations codifiées. Dans un monde où aimer semble signifier se prouver mutuellement l'affection chaque heure, accepter que l'amour puisse exister sans être visible à chaque instant est révolutionnaire. Et pourtant, cette forme d'amour est souvent la plus puissante. Imaginez maintenant deux partenaires qui se font confiance au point de ne pas ressentir le besoin de tout partager, de tout contrôler, de tout savoir. Leur amour repose sur la foi, sur la sécurité intérieure, sur la reconnaissance de l'autre comme un être autonome. Ce genre de lien ne dépend pas de la fréquence des messages, mais de la solidité du lien invisible entre deux personnes qui choisissent, chaque jour, de rester connectées, même à distance. Le paradoxe de l'amour invisible, c'est cela. Ce n'est pas l'absence de preuve qui signifie l'absence d'amour, mais parfois la plus grande preuve d'amour est justement l'absence de démonstration. Aimer sans besoin, aimer sans attachement compulsif, aimer dans le calme et la retenue. Ce type d'amour demande du courage. Il exige que l'on affronte ses propres peurs, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de ne pas être assez. Mais il est aussi incroyablement libérateur. Car quand on cesse d'exiger, on commence à recevoir. Quand on cesse de prouver, on commence à ressentir. Quand on cesse de chercher, on commence à voir. Le stoïcisme nous pousse à cet amour-là. Un amour conscient, détaché, présent dans l'absence. Un amour qui ne réclame pas, mais qui offre. Qui ne s'impose pas, mais qui accueille. Et c'est peut-être dans cet espace que se cache la forme la plus rare et la plus puissante d'amour véritable. Ce que vous percevez comme du désintérêt peut être l'expression la plus pure d'un amour mature. Dans un monde régi par l'hyperconnexion, où chaque message non lu devient suspect et chaque seconde de silence semble suspecte, l'indifférence perçue est souvent interprétée comme un manque d'intérêt, voire une forme de rejet. Pourtant, cette interprétation peut nous conduire à des jugements erronés, à des réactions disproportionnées et surtout à passer à côté de l'amour le plus authentique qui soit. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous l'interprétons. Ainsi, si quelqu'un paraît distant, notre esprit peut rapidement imaginer un désintérêt, une rupture, un éloignement affectif. Mais que se passe-t-il si cette distance n'est pas une fuite ? Et si, au contraire, elle témoignait d'une forme supérieure de respect et de confiance? L'indifférence apparente n'est parfois qu'un déguisement. Non pas un masque volontairement porté pour manipuler, mais le reflet d'un amour qui ne crie pas, qui ne revendique pas,
qui ne cherche pas à se faire remarquer pour exister. Un amour qui a suffisamment confiance pour ne pas se manifester à tout prix. Il faut du courage pour aimer sans avoir besoin de le démontrer constamment. Ce courage naît d'une sécurité intérieure, d'une force silencieuse que les stoïciens cultivaient comme une vertu centrale. L'ataraxie, cette paix intérieure inébranlable qui permet d'aimer sans peur, sans projection, sans dépendance. Quand quelqu'un prend du recul, cela ne signifie pas qu'il vous abandonne. Cela peut vouloir dire qu'il vous considère suffisamment fort pour évoluer sans surveillance. Que votre lien est assez solide pour survivre au silence. Que son amour n'est pas fondé sur des preuves instantanées, mais sur une conviction profonde. Mais nous avons été conditionnés à croire l'inverse. On nous a appris que celui qui aime doit se manifester en permanence. Que l'amour se mesure à l'intensité de la présence, au flot ininterrompu de messages et de signes visibles. Ce conditionnement nous pousse à l'inquiétude dès que ces signes diminuent, à l'insécurité dès que le rythme ralentit. Et c'est précisément cette inquiétude qui sabote les relations. Dans ce contexte, le stoïcisme offre une grille de lecture totalement différente. Il nous invite à suspendre notre jugement, à observer avec plus de calme, à différencier les faits de nos interprétations. Elle ne m'a pas écrit depuis 2 jours est un fait. Elle ne m'aime plus est une interprétation. Et c'est souvent dans ces interprétations que naît la souffrance inutile. Prenez un instant pour repenser à quelqu'un qui vous a semblé distant. Qu'avez-vous ressenti? De la peur? De la colère? De la tristesse? Ces émotions sont valides, bien sûr. Mais elles peuvent aussi provenir d'un attachement à un idéal d'amour irréaliste, basé sur la fusion et non sur le respect mutuel. Le stoïcisme vous invite à vous poser une autre question. Est-ce que cette personne agit par rejet, ou est-ce moi qui projette mon besoin de réassurance sur elle? La réponse à cette question peut transformer radicalement votre expérience amoureuse. Il existe une autre forme d'amour, celle qui n'étouffe pas, celle qui vous regarde évoluer sans intervenir à chaque pas, celle qui ne vous suit pas partout, mais qui est là quand vous avez besoin. Un amour présent sans envahir. Un amour tranquille, mais stable. Et c'est ce type d'amour que l'on prend souvent, à tort, pour de l'indifférence. Il est difficile d'accepter cela dans un monde qui valorise la réactivité au détriment de la réflexion. Mais accepter cette possibilité, c'est ouvrir la porte à une relation plus consciente, plus apaisée, plus authentique. Parce qu'en réalité, celui qui semble vous ignorer n'est peut-être pas en train de s'éloigner. Il est peut-être simplement en train de vous aimer sans vous enfermer. Et il faut une force intérieure immense pour cela. Peut-on aimer sans posséder? Le stoïcisme dit oui, et c'est là que l'amour devient vrai. Lorsqu'on parle d'amour, on imagine souvent la proximité, la chaleur des gestes, la fusion des âmes, le besoin d'être ensemble tout le temps. L'idée qu'on puisse aimer sans attachement paraît presque choquante, voire déshumanisée. Pourtant, c'est l'un des piliers fondamentaux de la sagesse stoïcienne, et peut-être aussi la clé pour construire des relations saines, durables et épanouissantes. Mais attention, aimer sans attachement n'est pas aimer sans intensité. Ce n'est pas l'indifférence, ni le désengagement. C'est au contraire une forme d'amour plus mature, plus libre, qui ne repose pas sur le besoin, mais sur le choix. C'est un amour qui ne cherche pas à posséder l'autre, mais à le voir grandir à ses côtés. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher aux choses que nous ne contrôlons pas. Or, une relation amoureuse implique toujours une autre personne, donc une infinité de variables que nous ne maîtrisons jamais totalement. Ses émotions, ses décisions, ses changements, son rythme. L'attachement, lorsqu'il devient rigide, essaie de contrôler ces éléments. Il engendre la peur, la jalousie, la dépendance et parfois même la destruction du lien lui-même. À l'inverse, le non-attachement repose sur l'acceptation. Il dit « Je t'aime, mais je ne te possède pas ». Il dit aussi « Je t'aime assez pour te laisser être toi-même, même si cela me fait parfois peur ». Ce type d'amour n'enferme pas. Il libère. Il permet à chacun d'évoluer sans être enfermé dans un rôle. Et paradoxalement, c'est souvent cet amour-là qui dure le plus longtemps. Prenons un exemple concret. 2 partenaires qui s'aiment profondément, mais qui respectent leurs espaces personnels, leurs différences, leurs projets individuels. L'un ne cherche pas à changer l'autre, mais à l'encourager. L'autre ne demande pas à l'un de renoncer à lui-même pour la relation, mais soutient sa croissance. Ce type de relation,
bien qu'elle puisse sembler distante à certains, est en réalité nourrie par une confiance profonde et une compréhension mutuelle. Il faut du courage pour aimer ainsi, car cela signifie affronter ses propres insécurités, reconnaître que l'on n'est pas au centre de l'univers de l'autre et accepter l'idée que l'amour n'est pas une promesse éternelle, mais une présence consciente, renouvelée chaque jour. Dans notre culture, aimer sans attachement est souvent mal compris. On pense que si quelqu'un ne nous réclame pas, il ne tient pas à nous. On croit que si l'autre est capable d'être heureux sans nous, c'est qu'il nous aime moins. Pourtant, le stoïcisme affirme l'inverse. La vraie preuve d'amour, c'est justement de ne pas avoir besoin de l'autre pour être bien, mais de choisir de partager sa vie avec lui quand même. Épictète disait que « tout ce que vous aimez est voué à disparaître ». Cela peut sembler dur, mais c'est une invitation à aimer de manière plus consciente, plus respectueuse, plus humble. Car en reconnaissant que rien n'est garanti, nous apprenons à ne rien prendre pour acquis, et donc à aimer plus pleinement, ici et maintenant. Aimer sans attachement, c'est aussi cesser de chercher à combler nos vides personnels à travers la relation. C'est devenir responsable de son propre bonheur et ne plus en faire porter le poids à l'autre. Cela crée une dynamique nouvelle. Chacun devient un pilier solide et non une béquille pour l'autre. Ce type d'amour ne cherche pas à éviter la souffrance, mais à la traverser avec dignité. Il ne fuit pas l'intimité, mais la vie sans vouloir la figer. Il ne fait pas semblant de ne pas avoir besoin, mais il ne transforme pas ce besoin en dépendance. Il accepte l'impermanence et trouve justement sa beauté dans cette fragilité. Le non-attachement ne signifie pas qu'on n'a pas mal quand l'autre s'éloigne. Mais il nous permet de ne pas confondre la douleur avec l'effondrement. Il nous permet de rester ancrés, même dans l'incertitude. Il nous permet d'aimer sans se perdre. Ce n'est donc pas une fuite. C'est une maîtrise. Ce n'est pas un désengagement. C'est un engagement lucide. Et c'est là que réside toute la puissance du stoïcisme appliqué à l'amour. L'amour qui respire vit plus longtemps. Voici pourquoi l'espace sauve votre relation. Quand on aime, on veut être proche. Être là pour l'autre. Partager le quotidien, les émotions, les instants. Pourtant, il existe une vérité contre-intuitive que beaucoup découvrent trop tard. L'amour a besoin d'espace. Pas d'un éloignement brutal ni d'un mur de silence, mais d'un espace sain, vital, dans lequel chacun peut respirer, se retrouver et continuer à exister en tant qu'individu. Le stoïcisme nous rappelle que rien de ce qui est forcé ne peut durer. Et cela vaut aussi pour les relations humaines. Un amour constant, sans pause, sans distance, finit par s'étioler. Ce n'est pas parce que les sentiments disparaissent, mais parce que les individus s'oublient eux-mêmes dans une fusion qui les consume. L'espace dans une relation est souvent perçu comme une menace. Pourquoi voudrait-il du temps seul? Pourquoi a-t-elle besoin de s'éloigner? Ces questions, motivées par la peur et l'insécurité, révèlent notre difficulté à concevoir un amour libre. Un amour qui n'a pas besoin d'être vérifié chaque jour pour continuer d'exister. Et pourtant, l'espace est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse faire à la personne que l'on aime. Il permet à chacun de se retrouver, de se nourrir, de grandir. Il préserve l'individualité, évite l'étouffement et nourrit le désir. Car il faut parfois prendre du recul pour mieux voir. Et s'éloigner pour mieux revenir. Imaginez deux plantes que l'on place trop près l'une de l'autre. Leurs racines finissent par se gêner, leurs feuilles par s'entremêler. Aucune des deux ne peut s'épanouir pleinement. Il en va de même pour les êtres humains. Sans espace, nous nous perdons dans l'autre, nous devenons dépendants, et l'amour se transforme en poids. Mais créer de l'espace ne signifie pas abandonner. Au contraire, c'est un acte de foi. C'est dire à l'autre « Je te fais confiance ». Je n'ai pas besoin d'être là à chaque instant pour savoir que tu es là. Cette forme de confiance, rare et précieuse, repose sur un socle solide d'estime mutuelle et de maturité émotionnelle. Le stoïcisme invite chacun à cultiver cette autonomie intérieure, à devenir complet par soi-même et non à chercher chez l'autre ce qui nous manque. Car un amour qui comble un vide n'est pas un amour durable. C'est une béquille affective. Et les béquilles, on les rejette dès qu'on croit pouvoir marcher seul. L'amour, lui, ne doit jamais être temporaire ou utilitaire. Il doit être un choix, renouvelé chaque jour par deux personnes entières. Quand on donne de l'espace à l'autre, on lui permet aussi de nous manquer. Et ce manque, loin d'affaiblir le lien, peut le renforcer.
Il réveille le désir, ravive les souvenirs, nourrit l'envie de se retrouver. Il transforme l'habitude en attente et la routine en redécouverte. Les stoïciens voyaient dans la retenue un signe de sagesse. Ne pas tout dire. Ne pas tout exiger. Ne pas tout envahir. Dans une relation, cela se traduit par la capacité à faire un pas en arrière sans crainte, à laisser l'autre être lui-même, même quand cela signifie ne pas être ensemble constamment. Il existe une phrase souvent mal comprise. Si tu l'aimes, laisse-le partir. Elle ne parle pas de séparation définitive. Elle parle de lâcher prise. De ne pas retenir l'autre par peur. De lui laisser l'espace d'être libre pour qu'il puisse choisir de rester. Et ce choix, quand il est fait librement, a bien plus de valeur que n'importe quelle promesse arrachée sous pression. Mais pour cela, il faut oser affronter ses propres blessures, ses propres dépendances, ses propres peurs de l'abandon. Et le stoïcisme, encore une fois, propose une voie, celle de l'acceptation, de la maîtrise de soi, de la tranquillité d'âme. Créer de l'espace, c'est parfois ne pas envoyer ce message de plus. C'est parfois ne pas demander où est l'autre à chaque instant. C'est accepter de ne pas tout partager, tout contrôler, tout savoir. Non par désintérêt, mais par respect, par amour véritable. Et dans ce silence, dans ce recul, se cache une vérité essentielle. Deux êtres qui respirent mieux, aiment mieux. Contrôler n'est pas aimer. Voici comment l'anxiété tue l'amour sans que vous vous en rendiez compte. Il existe une forme d'amour qui ne dit pas son nom, mais qui agit dans l'ombre, la dépendance émotionnelle. Elle se glisse discrètement dans nos relations, déguisée en attention, en passion, en besoin de proximité. Mais derrière ces masques séduisants se cache la peur, l'insécurité et un besoin presque viscéral de contrôle. Et tout cela, bien souvent, en croyant sincèrement aimer. Quand l'un des partenaires exige des réponses immédiates, des preuves constantes d'attention, une présence totale et continue, il ou elle ne cherche pas seulement à partager l'amour, mais à combler une faille intérieure. Et cette faille, aussi humaine soit-elle, finit par abîmer ce qu'elle tente de retenir. Parce qu'un amour basé sur le besoin n'est pas un amour libre. Et l'amour, pour grandir, a besoin de liberté. Le stoïcisme, en nous invitant à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, nous offre une grille de lecture précieuse. Il nous enseigne que nos émotions doivent être reconnues, mais non gouvernées, que nos peurs doivent être entendues, mais non dictées, et que l'autre, aussi proche soit-il, ne sera jamais notre propriété. Imaginez une personne qui, par peur de perdre l'autre, devient hyper-vigilante. Elle vérifie les réseaux sociaux, questionne chaque message, interprète chaque retard comme un rejet. Ce comportement n'est pas dicté par l'amour, mais par une blessure non guérie. Pourtant, dans son esprit, il s'agit de prouver son affection, de se battre pour l'autre. Et c'est là le piège. La dépendance se déguise en dévouement. Mais l'effet est l'inverse de celui recherché. Car plus on tente de contrôler l'autre, plus il ou elle s'éloigne. Plus on exige de présence, plus on étouffe la relation. Et plus on cherche à s'assurer de l'amour, plus on perd confiance en lui. Ce cercle vicieux ne fait que renforcer l'angoisse et miner la connexion. Le stoïcisme propose un antidote puissant, la maîtrise de soi. Être capable de sentir monter l'inquiétude, mais ne pas agir sous son impulsion. Prendre une respiration, observer ses pensées, les questionner. Est-ce que je suis réellement en danger? Ou est-ce mon passé qui parle? Est-ce que cette absence signifie un désintérêt? Ou bien est-ce simplement la vie normale d'une personne libre et occupée? Ces moments d'introspection permettent de reprendre le pouvoir sur notre réaction. Ils nous rappellent que l'amour n'est pas une lutte, mais un échange. Et que chaque fois que nous laissons notre peur prendre le dessus, nous enlevons à l'autre la possibilité de nous aimer librement. Il est normal d'avoir des insécurités, mais ce n'est pas à l'autre de les porter. C'est à nous de les reconnaître, de les comprendre et de les apaiser. Le stoïcisme n'ignore pas les émotions. Il nous apprend à les traverser avec lucidité, à ne pas les confondre avec la réalité. Prenons un exemple simple. Une femme envoie un message à son partenaire qui ne répond pas pendant 2 heures. Son esprit commence à imaginer 1000 scénarios. Et si c'était fini? Et s'il était avec quelqu'un d'autre? Et si je n'étais plus assez bien? Dans ces moments-là, ce n'est pas l'autre qui nous fait souffrir. Ce sont nos pensées.
Nos projections. Nos blessures réactivées. Le stoïcisme nous invite à revenir au réel. Au fait, il ne m'a pas répondu pour l'instant. Point. Tout le reste est hypothèse. Et la souffrance vient précisément de ces hypothèses. Quand nous cessons de voir l'autre comme une béquille émotionnelle, nous pouvons commencer à l'aimer comme une personne à part entière. Et nous découvrons alors une forme d'amour plus stable, plus sereine, plus riche. Un amour qui n'est pas une réponse à un vide, mais une rencontre entre deux êtres entiers. Ce chemin demande du travail, de l'introspection, de la patience. Mais il transforme radicalement notre manière d'aimer. Et il nous libère. Car quand on cesse de confondre amour et anxiété, on peut enfin goûter à la paix que procure une relation fondée sur la confiance et non sur la peur. Et si le silence entre vous était la preuve d'une confiance absolue, dans un monde saturé de notifications, de messages instantanés, de réponses attendues dans la minute, le silence est devenu presque suspect. Lorsqu'il s'installe dans une relation, il est perçu comme un vide, un malaise, un signe de désintérêt. Et pourtant, c'est peut-être l'un des langages les plus profonds de l'amour véritable. Le stoïcisme accorde une place essentielle au silence. Non pas comme un vide menaçant, mais comme un espace fertile. Dans ce silence, l'esprit se calme, les pensées se clarifient, les émotions se posent. Ce n'est pas un rejet du lien, mais un retour à soi. Et dans une relation amoureuse, ce retour est essentiel pour ne pas se perdre dans l'autre. Trop souvent, on croit que l'amour doit se manifester par des mots, des gestes, une communication continue. Mais à force de remplir chaque espace, on finit par ne plus rien entendre. À force de parler, on n'écoute plus. À force d'être toujours présent, on devient invisible. Le silence, lui, crée du relief. Il permet à chaque parole de compter, à chaque geste de prendre sens. Prenez une relation où deux personnes peuvent être ensemble sans parler, sans gêne. Où l'un lit pendant que l'autre médite. Où aucun mot n'est nécessaire pour ressentir la présence de l'autre. Ce type de silence n'est pas un manque, c'est une forme d'intimité rare. Une complicité au-delà des mots. Le stoïcien ne fuit pas le silence. Il l'honorait. Il sait que dans cette absence de bruit peut naître la présence la plus authentique. Parce qu'il n'a pas besoin de combler un vide intérieur, il peut accueillir celui de l'autre sans peur. Et c'est dans cet accueil que l'amour prend racine. Mais pourquoi le silence fait-il si peur? Parce qu'il nous confronte à nous-mêmes. Il nous oblige à entendre ce que le bruit couvre d'habitude, nos insécurités, nos manques, nos questionnements. Dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire. C'est pour cela qu'il est si puissant, et que, bien souvent, il est évité. Pourtant, dans une relation saine, le silence ne devrait pas être évité. Il devrait être intégré, accepté, même recherché. Il devient alors un espace de repos pour le couple. Un lieu invisible où chacun peut respirer sans devoir performer, sans devoir rassurer, sans devoir plaire. Il existe une distinction subtile mais essentielle. Le silence complice et le silence hostile. Le premier est nourrissant, paisible, doux. Le second est froid, tendu, chargé de non-dits. Le premier unit. Le second éloigne. Le stoïcisme nous invite à apprendre à reconnaître cette différence et surtout à cultiver le premier. Dans la culture actuelle, l'absence de message est souvent perçue comme une faute. Tu ne m'écris plus comme avant. Tu ne dis plus que tu m'aimes. Mais l'amour ne disparaît pas parce qu'il se tait. Au contraire, il gagne parfois en profondeur lorsqu'il n'a plus besoin de se répéter. Il devient une évidence tranquille, un état de présence silencieuse. Il faut de la maturité pour accepter cela. Il faut avoir appris à écouter au-delà des mots, à sentir l'amour dans un regard, dans un geste, dans une présence silencieuse. C'est une forme de perception fine que le stoïcisme encourage en cultivant la patience, la réflexion, la sensibilité à l'essentiel. Un amour basé sur le silence n'est pas un amour vide. C'est un amour stable. Un amour qui n'a rien à prouver. Un amour qui ne crie pas pour exister. Et dans une société où tout est bruyant, rapide, intense, cet amour est révolutionnaire. Accepter le silence, c'est faire confiance. C'est dire à l'autre, tu n'as pas besoin de parler tout le temps pour que je sache que tu es là. C'est aussi se dire à soi-même,
Je n'ai pas besoin d'être rassuré constamment pour me sentir aimé. Et cette posture change tout. Car dans ce silence, il y a une écoute, une attention, une présence. Et surtout, une liberté. La liberté d'être là sans obligation. La liberté d'être soi, même sans performance. La liberté de laisser l'autre exister, sans avoir à remplir chaque instant. Et si aimer, c'était aussi savoir se taire ensemble? Ce que les mots ne disent pas, le silence l'exprime avec puissance. Il existe une forme d'intimité si profonde qu'elle n'a plus besoin de mots. Une proximité silencieuse, faite de regards, de gestes simples, de respiration synchronisée. Cette intimité n'est pas spectaculaire, elle n'est pas démonstrative, mais elle est réelle. Et souvent, elle est bien plus authentique que tous les discours d'amour répétés 1000 fois. Dans une époque où l'on confond souvent communication avec connexion, cette forme d'intimité peut sembler étrange, voire inquiétante. Pourtant, ceux qui ont connu un amour mature savent qu'il arrive un moment où les mots deviennent superflus. Non pas par désintérêt, mais parce que le lien est déjà là, si présent, qu'il n'a plus besoin d'être affirmé à chaque instant. Le stoïcisme nous rappelle que le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace à honorer. C'est dans le silence que l'on entend le plus clairement. C'est dans la pause que l'on ressent le plus profondément. Et dans une relation, ces espaces de silence partagé peuvent être les lieux d'un contact bien plus intime que n'importe quelle conversation. Imaginez deux personnes assises côte à côte, chacune plongée dans son propre monde. L'un lit, l'autre écrit. Aucun échange verbal, mais une paix partagée, un confort mutuel, une présence tranquille. C'est cela, l'intimité silencieuse. Être ensemble sans avoir besoin de se distraire l'un l'autre. Pouvoir exister pleinement sans crainte d'être jugé pour son silence. Ce type de relation est rare, car il demande une confiance absolue. La confiance que l'autre ne va pas interpréter votre silence comme un rejet. La confiance que l'amour continue d'exister même dans l'absence de mots. Et cette confiance n'est possible que lorsque chacun a appris à être bien avec lui-même. Le stoïcien cultive cette autonomie. Il ne cherche pas à remplir tous les espaces. Il ne ressent pas le besoin compulsif de se faire entendre pour exister. Il sait que certaines vérités se transmettent mieux par le calme que par le bruit, et que certaines présences se font sentir, précisément parce qu'elles n'essaient pas d'être visibles. Ce silence partagé permet aussi de faire émerger une écoute plus profonde. Lorsque l'on ne parle pas, on commence à percevoir des choses plus subtiles, les micro-expressions, le rythme de la respiration, la posture de l'autre. On devient attentif à l'être dans sa globalité. Et cette forme d'attention, silencieuse mais totale, est l'une des expressions les plus puissantes de l'amour. Il y a aussi un respect immense dans ce silence. Le respect du rythme de l'autre. Le respect de ses moments d'introspection. Le respect de son besoin de solitude temporaire. Loin d'être une absence, ce silence devient alors un cadeau. Une manière de dire « je te laisse l'espace dont tu as besoin, sans peur, sans reproche, sans pression. » Mais pour que ce silence devienne complice, il doit être librement consenti. Il ne peut pas être imposé. Il ne peut pas être le fruit d'un non-dit ou d'un conflit évité. Le silence qui rapproche n'est pas celui du retrait défensif, mais celui du choix délibéré. Il est vécu ensemble, dans une harmonie douce, sans tension. Dans une culture où le couple est souvent montré comme un duo fusionnel, toujours dans l'échange, toujours en mouvement, accepter ce silence peut être perçu comme un danger. Mais il est, en réalité, un signal de maturité. Il indique que la relation ne repose pas uniquement sur ce que l'on dit, mais aussi sur ce que l'on partage sans avoir à le dire. Ce silence offre aussi un espace pour soi. Un espace pour se recentrer, se reconnecter à ses émotions, penser, rêver, créer. Et quand chacun de ces espaces personnels se retrouve dans la relation, une nouvelle forme d'intimité apparaît, celle où deux mondes entiers se rencontrent sans se confondre. L'amour devient alors une danse entre solitude et présence, entre mots et silence, entre indépendance et lien. Et dans cette danse, chaque silence bien vécu renforce le lien, l'approfondit, l'humanise. Il faut du courage pour aimer ainsi, pour ne pas céder à la panique du silence, pour ne pas vouloir combler chaque vide. Mais ce courage est récompensé par une relation qui respire, qui vit, qui évolue. Une relation fondée non sur le spectacle, mais sur la profondeur.
Et si l'intimité véritable commençait justement là où les mots s'arrêtent? Celui qui se maîtrise vous aime peut-être plus fort que celui qui vous inonde d'attention. Dans une époque marquée par l'instantanéité, l'émotion vive, la démonstration permanente, l'amour semble devoir être bruyant pour exister. Celles et ceux qui parlent fort, qui montrent tout, qui réagissent vite sont perçus comme les plus passionnés. Mais qu'en est-il de ceux qui aiment dans le calme? Ceux qui, face au conflit, ne hurlent pas mais respirent? Ceux qui, au lieu d'éclater, choisissent le silence intérieur? Sont-ils moins amoureux ou plus puissamment engagés? Le stoïcisme fait l'éloge de la maîtrise de soi comme un art noble, essentiel pour vivre en paix avec les autres et avec soi-même. Dans le domaine amoureux, cette vertu est précieuse, mais souvent incomprise. Beaucoup confondent tenue avec désintérêt, calme avec froideur, patience avec indifférence. Pourtant, c'est précisément cette stabilité émotionnelle qui permet à l'amour de se développer sainement. Imaginez une relation où chaque contrariété donne lieu à un conflit ouvert, où chaque insécurité déclenche un reproche, où chaque silence est interprété comme un abandon. Dans une telle dynamique, l'amour devient une lutte constante contre le feu. Il s'épuise. À l'inverse, une personne capable de contenir ses réactions immédiates, de différer sa réponse, d'observer avant de parler, transforme les tensions en opportunités de croissance. La maîtrise de soi ne consiste pas à refouler ses émotions, mais à choisir consciemment comment y répondre. Cela demande de la présence d'esprit, de l'entraînement et surtout de l'amour. Car il faut aimer beaucoup pour préférer le silence à la colère, pour choisir la compréhension plutôt que la réaction impulsive, pour privilégier l'écoute à la défense. Ceux qui aiment ainsi sont souvent perçus comme détachés. Mais ce détachement est un acte d'amour en soi. Il dit « Je ne veux pas te blesser, même si je suis blessé. Je ne veux pas ajouter du chaos à notre lien. Je veux être plus grand que l'émotion du moment. » Ce type de réponse n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Appliqué aux relations, cela signifie que l'on peut choisir de ne pas réagir automatiquement, que l'on peut suspendre son jugement, respirer, prendre du recul. Et dans ce recul, quelque chose d'essentiel se joue, le choix de l'amour conscient. Il faut une grande maturité pour ne pas tomber dans la surréaction, pour ne pas laisser l'émotion passagère dicter nos actes. Et cette maturité transforme les relations. Elle les rend plus sereines, plus stables, plus profondes. Parce que lorsque l'on cesse de réagir, on commence à dialoguer. Et dans ce dialogue, l'amour trouve enfin un terrain fertile. Mais attention, la maîtrise de soi ne doit pas devenir un prétexte pour l'évitement émotionnel. Elle ne consiste pas à se couper de ses ressentis, mais à apprendre à les accueillir sans s'y noyer. C'est une posture intérieure, pas une armure. Elle suppose un vrai travail sur soi, une capacité à observer ses pensées, à reconnaître ses schémas, à déconstruire ses automatismes. Dans une relation, cela peut se traduire ainsi. Au lieu de répondre à une critique par une contre-attaque, on respire. On écoute. On vérifie si ce que l'autre dit est une blessure ou une vérité utile. Et même dans la blessure, on choisit de répondre avec dignité. Cette forme d'amour n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, mais elle est profondément transformatrice. Les couples qui cultivent cette maîtrise de soi construisent un espace de sécurité émotionnelle. Chacun sait qu'il peut être imparfait sans craindre d'être détruit, que l'autre ne va pas exploser à la moindre erreur, qu'il y a un socle de calme sur lequel on peut toujours revenir. Et ce calme, loin d'éloigner, rapproche. Il permet d'être vrai, d'oser dire sans crier, de faire face sans s'échapper, de rester même quand c'est difficile. Il rend l'amour plus stable, plus ancré, plus fort. Dans un monde où l'on confond intensité avec vérité, il est urgent de réhabiliter l'amour calme. Celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne cherche pas l'attention, celui qui choisit chaque mot, chaque silence, avec soin. Parce qu'il sait que chaque réaction crée une trace. Et que l'amour véritable mérite mieux qu'un feu d'artifice émotionnel. Il mérite un feu qui dure. Et si aimer, c'était aussi savoir se taire pour écouter mieux, attendre pour parler mieux, respirer pour aimer mieux. La peur de perdre pousse à étouffer.
Voici comment reprendre le contrôle. Aimer, c'est aussi avoir peur. Peur de perdre. Peur d'être abandonné. Peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs sont naturelles, humaines. Mais lorsqu'elles ne sont pas reconnues, elles se transforment en anxiété. Et cette anxiété, insidieuse, s'infiltre dans la relation jusqu'à parfois la détruire. L'anxiété amoureuse est cette tension permanente qui pousse à vérifier, à questionner, à anticiper des dangers imaginaires. Elle transforme chaque silence en soupçon, chaque geste en menace. Elle rend l'amour conditionnel, suspendu à la réponse de l'autre. Et ce mécanisme, bien que motivé par le besoin de sécurité, finit par miner la relation qu'il cherche à protéger. Le stoïcisme nous propose une autre voie. Une voie de stabilité intérieure. Une voie qui repose sur un principe simple. Ce qui dépend de moi, c'est ma réponse à ce que je ressens. Pas l'autre. Pas ses décisions. Pas ses silences. Et c'est dans cette responsabilité radicale que naît la liberté amoureuse. Lorsque vous sentez monter l'anxiété dans la relation, le premier réflexe est souvent de chercher à contrôler. Pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi elle ne m'a pas parlé de sa journée? Est-ce qu'il pense encore à moi? Ces questions, si elles deviennent répétitives, témoignent d'un manque de confiance. Pas nécessairement envers l'autre, mais envers soi-même. Le stoïcisme vous invite à retourner à la source. D'où vient cette peur? Est-elle fondée sur un comportement réel ou sur une interprétation de votre esprit? Et si elle est irrationnelle, comment pouvez-vous y répondre avec calme, sans l'imposer à l'autre? Cette démarche demande du courage, car elle nous force à regarder en face ce que nous préférerions projeter sur l'autre. Mais elle est essentielle pour sortir du cycle de dépendance affective. L'anxiété ne disparaît pas par la réassurance permanente. Elle s'apaise lorsqu'on apprend à y faire face soi-même. Un partenaire anxieux peut devenir envahissant sans le vouloir. Ces demandes d'attention, ces peurs exprimées trop souvent, ces crises répétées peuvent créer un climat d'instabilité émotionnelle. Et même si l'amour est réel, la relation devient fragile. L'autre finit par se sentir coupable de ne pas répondre assez. Il ou elle se sent étouffé, injustement jugé, piégé. Le stoïcisme, en enseignant la régulation émotionnelle, ne vous rend pas insensible. Il vous rend lucide. Vous apprenez à reconnaître vos peurs, à leur faire une place, sans qu'elles dictent vos actes. Vous apprenez à vous rassurer intérieurement, à cultiver votre propre stabilité. Et c'est cela, la force du stoïcien amoureux. Il aime avec profondeur, mais sans exigence destructrice. Imaginez un couple dans lequel chacun est responsable de son bien-être. Les moments de doute sont partagés avec douceur, non projetés avec violence. Les temps de silence sont vécus avec sérénité, non avec panique. Les différences d'expression de l'amour sont accueillies, non jugées. Dans ce contexte, l'amour peut enfin respirer. Mais cela demande un apprentissage. L'anxiété n'est pas un choix volontaire. C'est souvent une empreinte ancienne, issue de blessures d'enfance, de relations passées, de conditionnements profonds. Le stoïcisme ne nie pas ces blessures. Il propose un cadre pour les comprendre, les traverser, les dépasser. Une pratique essentielle consiste à distinguer le fait de la pensée. Elle ne m'a pas appelé, est un fait. Elle ne m'aime plus, est une interprétation. Et c'est en observant cette distinction que vous retrouvez du pouvoir. Car vous réalisez que la souffrance vient plus souvent de votre mental que des actes de l'autre. Un autre outil stoïcien puissant est la visualisation négative. Imaginez temporairement perdre ce que vous avez, non pour générer de la peur, mais pour cultiver la gratitude. Cela vous aide à voir la relation non comme un dû, mais comme un cadeau. Et dans cette reconnaissance, l'anxiété se transforme peu à peu en paix. L'amour stoïcien est un amour qui comprend l'incertitude, qui accepte que l'autre est libre, et qui, paradoxalement, devient plus solide en cessant de vouloir tout sécuriser. Ce type d'amour repose sur un socle intérieur, non sur les validations extérieures. Et c'est peut-être cela, la plus grande libération, se sentir profondément en lien avec l'autre, tout en restant ancré en soi. Ne plus faire peser ses peurs sur le lien. Ne plus chercher à combler un vide, mais à partager une plénitude. L'anxiété, lorsqu'elle n'est plus le moteur, laisse place à la confiance. Et dans cette confiance, l'amour peut enfin s'épanouir.
Mettre des limites, ce n'est pas s'éloigner, c'est protéger l'amour. Dans l'imaginaire collectif, poser des limites est souvent perçu comme un acte de rejet, une forme de fermeture, voire un manque d'amour. On associe le « non » à une rupture, à une distance. Pourtant, dans une relation saine et durable, les limites sont indispensables. Elles ne divisent pas, elles définissent un espace commun respecté, sécurisé, vivable. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne peut aimer véritablement que dans la liberté. Et la liberté suppose un territoire clair, un cadre dans lequel chacun peut s'exprimer, respirer, se sentir respecté. Sans limite, l'amour devient fusionnel, confus, étouffant. Avec des limites claires, il devient solide, équilibré, responsable. Fixer des limites, ce n'est pas ériger des murs, c'est dessiner des ponts solides. C'est dire à l'autre « Voici jusqu'où je peux aller sans me perdre. Voici ce que je suis prêt à offrir, sans me trahir. » Et c'est dans cette honnêteté que naît la confiance. Parce que l'autre sait à quoi s'attendre. Parce qu'il n'y a pas de manipulation, pas de jeu, pas de flou. Prenons un exemple simple. Si vous acceptez toujours d'être disponible, même quand vous êtes épuisé, vous envoyez un double message. Vous montrez de l'amour, certes, mais vous alimentez aussi une attente irréaliste. Et à long terme, vous risquez d'en vouloir à l'autre pour avoir pris ce que vous n'avez jamais osé protéger. Le stoïcien, lui, comprend que l'amour ne peut se construire que sur l'alignement. Il ne se force pas à donner ce qu'il ne peut pas offrir. Il n'attend pas non plus que l'autre devine ses besoins. Il les exprime clairement, calmement, sans honte. Car poser une limite, c'est aussi une preuve de maturité. Cela montre que l'on connaît ses propres besoins, ses ressources, ses fragilités. Mais cela demande du courage. Il faut oser décevoir, oser frustrer. Il faut accepter que l'autre puisse mal réagir. Mais à long terme, ce non protégera ce qui est vraiment précieux, l'intégrité de chacun et la qualité du lien. Trop souvent, on confond amour avec sacrifice. On croit qu'aimer, c'est tout accepter, tout donner, tout supporter. Or, cette vision de l'amour est dangereuse. Elle mène à l'épuisement, à la rançéure, à la perte de soi. Le stoïcisme nous rappelle que notre premier devoir est envers nous-mêmes. Si l'on ne se respecte pas, on ne peut aimer l'autre de façon juste. Poser des limites, c'est aussi éduquer l'autre à nous aimer correctement. Ce n'est pas lui imposer des règles arbitraires, mais lui montrer comment nous fonctionnons, ce que nous pouvons tolérer, ce qui nous fait du bien ou du mal. Et ce processus, loin de briser la relation, l'approfondit. Dans une relation sans limite, les frustrations s'accumulent en silence. Elles explosent un jour, souvent de manière disproportionnée. À l'inverse, une relation construite sur des échanges clairs, honnêtes, fermes mais bienveillants, gagne en profondeur, en authenticité, en sécurité. Il ne s'agit pas d'être rigide. Il s'agit d'être vrai. Et ce vrai passe par l'acceptation que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous avons besoin d'espace, de respect, de cohérence. Et cela ne nous rend pas moins aimants. Cela nous rend plus fiables, plus stables, plus humains. Le stoïcien ne cherche pas à plaire à tout prix. Il cherche à agir en accord avec ses valeurs. Et cette fidélité à soi-même devient une boussole dans les relations. Elle évite les compromis destructeurs, les renoncements amers. Elle permet de rester entier, même dans la rencontre avec l'autre. Si l'on n'apprend pas à poser ses limites, c'est souvent par peur. Peur de perdre l'autre. Peur de ne plus être aimé. Mais cette peur nous pousse à sacrifier ce que nous avons de plus précieux, notre intégrité. Et un amour qui exige, cela n'est pas un amour digne de ce nom. Il est temps de changer de perspective. Poser une limite, c'est dire à l'autre « je tiens à nous » assez pour vouloir que ça dure. C'est prévenir l'usure, la saturation, le non-dit. C'est se donner les moyens de continuer à aimer sans se détruire. Aimer avec des limites, c'est aimer avec lucidité. C'est choisir de construire, plutôt que de subir. C'est s'élever ensemble, dans le respect mutuel, au lieu de se confondre jusqu'à l'effondrement. Et si poser une limite, c'était finalement l'acte d'amour le plus mature qui soit? Deux êtres complets créent une union solide. Pas deux moitiés collées par peur. Une idée largement répandue affirme que l'amour, c'est devenir un. Deux âmes qui se fondent, deux vies qui fusionnent, deux cœurs qui battent au même rythme.
Cette vision, romantique en apparence, peut devenir toxique en réalité, car elle suppose que l'on doit renoncer à une part de soi pour appartenir à l'autre. Et c'est précisément ce que le stoïcisme nous invite à remettre en question. Le stoïcien n'a pas peur d'être seul. Il cultive sa complétude. Il ne cherche pas un autre pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Il sait que son identité ne dépend pas de la relation, mais qu'elle en est la base. Et cette posture change tout. Respecter l'individualité de l'autre, c'est reconnaître qu'il ou elle a des besoins, des envies, des rêves, des rythmes différents. Ce n'est pas une menace pour la relation. C'est sa richesse. Dans un couple, plus chacun est enraciné dans son unicité, plus la relation devient stable et fertile. Beaucoup de tensions dans les relations naissent de la peur. Peur que l'autre change. Peur qu'il évolue sans nous. Peur qu'il s'éloigne. Et cette peur pousse à contrôler, à normaliser, à vouloir que l'autre pense, agisse, ressente comme nous. Mais cela ne crée pas de l'unité, cela crée de l'étouffement. Le stoïcisme nous enseigne que la nature est diversité, que l'ordre harmonieux du monde repose sur la complémentarité, non sur l'uniformité. Appliqué à l'amour, cela signifie que votre partenaire n'a pas à vous ressembler pour vous aimer. Il ou elle n'a pas à adhérer à chaque détail de votre vision pour être loyal. Il ou elle n'a pas à sacrifier son individualité pour prouver son engagement. Au contraire, plus vous respectez son individualité, plus vous créez un espace de liberté et de vérité. Et c'est dans cet espace que l'amour grandit. Car l'amour ne se nourrit pas de similitudes forcées, mais d'authenticité partagée. Imaginez deux personnes qui s'aiment profondément, mais qui ont des intérêts différents. L'un aime le silence, l'autre la musique. L'un aime les randonnées, l'autre préfère les musées. S'ils essaient de tout faire ensemble, ils risquent de se frustrer, de se nier. Mais s'ils se donnent la liberté d'exister séparément parfois, leurs retrouvailles seront d'autant plus riches. Respecter l'individualité, c'est aussi renoncer à l'illusion du contrôle. C'est accepter que l'autre est un monde intérieur que l'on ne comprendra jamais totalement. C'est honorer ce mystère. C'est aimer malgré l'incompréhension. Et c'est précisément là que réside la profondeur du lien. Le stoïcien agit selon ses valeurs, sans attendre que l'autre soit identique. Il inspire, mais n'impose pas. Il partage, mais ne contraint pas. Il accueille, mais ne fusionne pas. Et cette posture crée une relation d'adulte à adulte, et non de dépendant à sauveur ou de parent à enfant. Une relation basée sur le respect de l'individualité est aussi plus résiliente. Parce que chacun peut évoluer sans mettre en péril la structure commune. Parce que les changements ne sont pas vécus comme des menaces, mais comme des opportunités d'enrichissement mutuel. Parce que le lien repose sur une reconnaissance réciproque et non sur une imitation mutuelle. Mais cela demande du lâcher-prise, de la confiance et surtout une estime de soi solide. Car si vous pensez que vous devez tout partager pour ne pas être abandonné, c'est que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Le stoïcisme vous invite alors à revenir à vous, à cultiver votre verticalité, à devenir entier pour mieux aimer. Aimer quelqu'un sans vouloir le transformer, c'est l'aimer vraiment. C'est reconnaître que son originalité ne vous menace pas, mais vous complète. C'est lui dire « Sois pleinement toi, et je resterai » tant que nos chemins se croisent dans le respect. C'est aussi une manière de se protéger soi-même. Car en respectant l'individualité de l'autre, vous réclamez aussi le droit d'exister pleinement. Vous refusez de vous effacer. Vous affirmez que l'amour ne doit pas coûter votre vérité. Et si aimer, c'était surtout honorer l'autre sans vouloir le réduire à soi? Ouvrez vos mains. Ce qui est à vous restera, par choix, pas par pression. L'un des plus grands paradoxes de l'amour est le suivant. Plus on cherche à retenir l'autre, plus on risque de le perdre. À l'inverse, plus on accepte de lâcher prise, plus on crée un espace dans lequel l'amour peut s'ancrer librement. Ce n'est pas une philosophie de l'abandon, mais une philosophie du respect. Et c'est exactement ce que le stoïcisme appelle un amour détaché, non pas désengagé, mais conscient, confiant, mature. Le détachement aimant n'est pas l'indifférence. Il ne signifie pas que l'on ne tient pas à l'autre, ni que l'on minimise la relation. Il signifie simplement que l'on aime sans vouloir posséder. Que l'on accepte que l'autre puisse partir, changer, évoluer.
et que l'on continue à aimer malgré cette incertitude. Parce qu'aimer, ce n'est pas enfermer. C'est accompagner. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous attacher aux choses que nous ne contrôlons pas. Or, l'amour est précisément ce type de chose, un lien vivant entre deux libertés. Vouloir le figer, le contrôler, le sécuriser à tout prix, c'est le condamner à mourir. Mais accepter cette nature mouvante, c'est lui donner une chance de se renouveler constamment. Dans une relation, le détachement prend la forme de la confiance. Il dit à l'autre « Je ne te retiens pas, je t'accueille ». Et ce simple changement de posture peut transformer toute une dynamique. Car lorsqu'on cesse de mettre la pression, on permet à l'autre de rester, par choix, non par peur. Imaginez un partenaire qui vous laisse respirer, qui respecte vos silences, qui n'essaie pas de remplir chaque vide. Vous vous sentez libre. Et dans cette liberté, vous vous attachez plus profondément. Parce que vous n'êtes pas contraint. Parce que vous êtes vu, respecté, entendu. Mais cela demande du courage. Car lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est faire confiance à la solidité du lien, même quand il n'est pas visible à chaque instant. C'est abandonner les garanties pour choisir la présence vraie. Le stoïcien n'aime pas moins intensément. Il aime avec plus de conscience. Il ne s'accroche pas aux illusions de permanence. Il aime dans l'instant, totalement, sans projeter. Et c'est ce qui rend son amour plus profond, plus stable, plus vrai. Trop souvent, on associe l'amour à la possession. On parle de mon partenaire, ma relation, notre histoire comme si l'autre nous appartenait. Cette manière de penser crée une illusion de sécurité, mais une véritable prison émotionnelle. Le détachement permet de sortir de cette prison sans rompre le lien. Il y a une sagesse profonde dans l'idée suivante. Si l'autre est vraiment lié à vous, il restera. Et s'il part, ce n'était pas un lien authentique. L'amour vrai ne peut pas être obtenu par la contrainte. Il ne supporte pas l'angoisse du contrôle. Il a besoin d'un terrain fertile de liberté pour croître. Cela ne veut pas dire que l'on ne souffre pas. Lâcher prise peut faire mal. Mais cette douleur est saine. Elle nous montre notre attachement. Elle nous oblige à grandir. Et elle nous enseigne que l'amour, pour durer, ne peut pas être basé sur la peur. Le détachement aimant, c'est aussi apprendre à faire confiance au silence, à la distance, au changement. C'est savoir que l'autre traverse aussi ses tempêtes, ses besoins, ses doutes. Et que ce n'est pas un rejet de nous. C'est simplement la vie. C'est dans cet espace, dépouillé de contrôle, que l'on découvre une forme d'amour rare. Un amour qui ne se mesure pas au nombre de messages, mais à la profondeur du lien. Un amour qui n'a pas besoin de preuves constantes, parce qu'il se vit dans la présence intérieure. Tenir sans serrer, c'est dire à l'autre « Je suis là, mais je ne t'enferme pas ». C'est reconnaître que l'amour le plus fort n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui accompagne sans condition. C'est accepter que la liberté de l'autre est aussi ce qui rend votre lien possible. Et si la plus belle preuve d'amour était justement de ne pas vouloir tout prouver, certaines présences se ressentent plus fort, quand elles ne sont pas là. Il existe une forme de présence qui ne passe ni par les mots, ni par la proximité physique. Une présence silencieuse, subtile, parfois invisible. C'est celle que l'on ressent même lorsque l'autre est loin. Celle qui habite un souvenir, un regard, une parole prononcée il y a longtemps. Une connexion qui transcende l'espace et le temps. Et c'est cette forme de lien, paradoxalement, que le stoïcisme reconnaît comme l'une des plus profondes. Le stoïcien n'a pas besoin que l'autre soit constamment là pour se sentir aimé. Il n'attend pas de preuves continues, de gestes permanents. Il sait que certaines présences s'ancrent si profondément dans notre être qu'elles nous accompagnent, même dans l'absence. Et que cet accompagnement peut être plus fort, plus apaisant, plus durable que 1000 démonstrations. Dans notre monde moderne, l'amour est souvent associé à la récurrence. Il faut se parler chaque jour, se voir régulièrement, partager un flux ininterrompu de messages pour entretenir le lien. Mais cette dépendance au contact constant peut cacher une insécurité. Comme si, sans signe extérieur, le lien n'existait plus. Le stoïcisme nous invite à renverser cette perspective. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous n'avez pas besoin que l'autre soit toujours là pour vous sentir lié. Vous sentez sa présence dans ce qu'il vous a transmis, dans ce que vous partagez, dans ce que vous incarnez mutuellement.
Ce n'est pas une absence vide. C'est une présence autrement distribuée. Prenez l'exemple d'un être cher parti loin pendant plusieurs semaines. L'amour n'a pas disparu. Il est là, dans votre manière de penser à lui, dans les gestes que vous continuez à poser en vous souvenant de ses mots, dans la confiance que vous lui accordez même sans le voir. C'est cela, la présence en absence. Et c'est une forme de lien extrêmement puissante. Mais pour qu'elle existe, il faut un ancrage, une base solide, un respect profond, une reconnaissance réciproque. Ce type de relation ne s'improvise pas. Il se construit sur le temps, sur la sincérité, sur la constance invisible. Et surtout, sur une maturité émotionnelle qui permet de ne pas interpréter chaque silence comme une trahison. Le stoïcisme nous rappelle que notre paix intérieure ne doit pas dépendre de la proximité des autres. Que l'amour véritable ne se mesure pas à la fréquence des contacts, mais à la qualité du lien. Et que certaines absences nous enseignent davantage sur la solidité de la relation que 1000 échanges quotidiens. Il y a une profondeur immense dans l'idée suivante. Je sais que tu es là, même si tu n'es pas là. Cela ne veut pas dire que la présence physique n'a pas de valeur. Elle est précieuse, bien sûr. Mais elle ne devrait pas être le seul indicateur de l'amour. L'absence peut devenir un miroir, un révélateur. Elle nous montre ce qui reste quand l'autre n'est plus devant nous. Elle nous aide à distinguer l'attachement du lien véritable. Dans cette optique, aimer, c'est aussi savoir laisser l'autre s'absenter sans craindre de l'oublier ou d'être oublié. C'est honorer sa liberté, son chemin, ses choix. Et c'est aussi croire que ce que vous avez construit est assez fort pour survivre au silence, à la distance, au temps. Il y a une confiance magnifique dans cette posture. Une forme de foi amoureuse. Non pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur l'expérience. Sur tout ce que vous avez déjà partagé. Sur la profondeur du lien invisible. Et c'est souvent dans l'absence que l'on sent le plus l'importance de l'autre. Parce qu'il nous manque. Parce que son absence n'est pas un vide, mais une résonance. Parce qu'il continue à vivre en nous, à travers nous. Et cela, le stoïcien l'accueille avec gratitude. Il ne combat pas l'absence. Il la transforme en souvenir vivant. Être présent dans l'absence, c'est une forme d'amour rare. Un amour qui ne s'épuise pas dans les allers-retours du quotidien. Un amour qui sait attendre, qui sait se taire, qui sait respecter le rythme de l'autre. Et qui, précisément pour cela, devient plus fort. Et si la plus belle preuve de présence, c'était de ne pas disparaître du cœur de l'autre, même en son absence? Et si la philosophie antique était la solution à nos crises de couple les plus actuelles? Nous vivons à une époque où l'amour est simultanément idolâtré et mal compris. Nous exigeons tout de l'autre, présence, passion, sécurité, réassurance, compréhension, sans pour autant apprendre à nous aimer nous-mêmes. Nous projetons nos insécurités, réclamons des garanties, redoutons le changement. Dans ce tumulte émotionnel, le stoïcisme apparaît comme une voie rare, stable, apaisée. Aimer stoïquement, ce n'est pas aimer froidement. Ce n'est pas supprimer ses émotions. C'est les accueillir, les comprendre et ne pas en être esclave. C'est choisir chaque jour d'aimer, non pas par besoin, mais par lucidité. C'est poser l'amour comme un acte, une présence consciente, une discipline. Les stoïciens nous apprennent que tout ce qui ne dépend pas de nous, y compris les sentiments de l'autre, ne doit pas déterminer notre paix intérieure. Cela ne signifie pas que l'amour ne nous affecte pas, mais qu'il ne doit pas nous gouverner. Dans une relation, cela change tout. On cesse d'exiger, on commence à offrir. On cesse de craindre, on commence à faire confiance. L'amour stoïcien ne fuit pas l'intensité. Il la canalise. Il ne nie pas la douleur, il l'honorait sans s'y noyer. Il ne cherche pas la fusion, il valorise la rencontre. Et surtout, il rappelle que l'amour est une opportunité de croissance, pas une échappatoire. Imaginez deux personnes engagées dans une relation stoïcienne. Elles communiquent sans accuser, elles s'écoutent sans réagir automatiquement, elles prennent le temps de comprendre plutôt que de juger. Elles respectent leur rythme, leurs différences, leur autonomie. Ce couple ne sera peut-être pas spectaculaire, mais il sera solide. Car il reposera sur la liberté, la responsabilité et l'authenticité. Aimer stoïquement, c'est apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Si l'autre a besoin d'espace, ce n'est pas nécessairement un rejet.
Si l'autre traverse une tempête intérieure, ce n'est pas un abandon. C'est la vie. Et ce regard détendu permet d'éviter bien des conflits inutiles. Mais cela ne se fait pas sans entraînement. Le stoïcisme est une pratique quotidienne. Il demande d'observer ses pensées, de reconnaître ses automatismes, de choisir sa réponse. Il invite à la patience, à la constance, à la clarté. Et dans l'amour, ces vertus sont des trésors. Il ne s'agit pas de se couper de l'émotion, mais de devenir libre face à elle. De ne pas faire payer à l'autre nos tempêtes intérieures. De ne pas attendre que l'amour nous sauve. Mais d'y entrer déjà debout, déjà ancré. Le stoïcien n'aime pas moins, il aime mieux. Il aime sans faire peser, sans manipuler, sans condition. Il aime sans se perdre, sans se trahir, sans s'épuiser. Et c'est cette posture qui, loin d'être froide, permet la relation la plus chaude. Celle où l'on est totalement présent, parce que totalement libre. Dans un monde qui valorise l'émotion immédiate, les réactions fortes, le romantisme effréné, cette approche peut sembler austère. Mais elle est profondément humaine. Parce qu'elle respecte l'autre. Parce qu'elle honore la réalité. Parce qu'elle cherche la paix durable, pas l'euphorie éphémère. Et cette paix n'est pas ennuyeuse. Elle est puissante. Elle permet de traverser les crises sans tout détruire. De rester présent quand les choses deviennent difficiles. De voir l'autre avec clarté, même quand il change. D'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne. Aimer stoïquement, c'est aussi aimer avec courage. Le courage d'être vulnérable sans être dépendant. Le courage de dire non sans avoir peur de perdre. Le courage de rester, même quand c'est inconfortable. Le courage de partir, quand c'est nécessaire. C'est une forme d'amour exigeante, oui. Mais c'est aussi la plus durable. La plus profonde. La plus vraie. Et si, finalement, l'amour le plus moderne était celui enseigné il y a 2000 ans ?